Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. L'Afrique fait face à des besoins de financement considérables pour soutenir son développement, accélérer son industrialisation et renforcer sa compétitivité. Entre raréfaction des financements concessionnels et coûts croissants de la dette, le continent explore de nouvelles solutions pour financer sa transformation économique. Du soutien aux PME à la mise en place d'instruments innovants de mutualisation des risques, les initiatives se multiplient pour répondre au déficit de financement du développement. Comment l'Afrique peut-elle construire une architecture financière capable de soutenir durablement sa croissance? Élément de réponse dans cette édition de l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. L'accès au financement reste un défi majeur, surtout pour les petites et moyennes entreprises qui soutiennent l'économie du continent. Les experts soulignent que la transformation locale des ressources, les chaînes de valeur régionales et la zone de libre-échange continentale africaine ne pourront réussir sans une mobilisation accrue des ressources financières pour les entreprises. Joseph Moifo se penche sur la question. Selon les estimations des institutions financières africaines, le continent doit mobiliser plus de 1300 milliards de dollars par an afin de répondre à ses besoins en infrastructures, en énergie, en agriculture, en santé, en éducation. Ceci dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable. L'Afrique a besoin chaque année de 130 à 170 milliards de dollars pour répondre à ses besoins en infrastructures, avec un déficit de financement estimé entre 68 et 108 milliards de dollars par an. Le continent offre certaines des plus grandes opportunités d'investissement au monde dans l'énergie, la logistique, les infrastructures numériques, les systèmes alimentaires et les minéraux critiques. Pourtant, l'Afrique ne reçoit que moins de 1% des flux d'investissement direct étrangers. Face à la baisse des ressources extérieures, de nombreux pays africains misent davantage sur leurs capacités internes. Réforme fiscale, amélioration de la gouvernance publique, modernisation des systèmes financiers et développement des marchés de capitaux figurent parmi les leviers privilégiés pour accroître la mobilisation des ressources domestiques. Les experts estiment d'ailleurs que l'Afrique dispose d'un important potentiel de financement interne. Grâce à des politiques adaptées et à une meilleure valorisation de ses ressources, le continent pourrait mobiliser plus de 1400 milliards de dollars par an. Une dynamique déjà perceptible à travers les investissements engagés dans les infrastructures, l'énergie, le numérique, l'agriculture et les projets d'intégration régionale. Comme vous le savez, le continent dispose de ressources naturelles abondantes, mais il ne s'agit plus de les exporter à l'état brut, il s'agit de les transformer. Et c'est tout le sens de la mobilisation à grande échelle des capitaux privés, et aussi c'est le sens du développement des mécanismes d'atténuation du risque pour que les investissements à grande échelle puissent s'effectuer en Afrique, ce qui permettra de mobiliser davantage de ressources pour le continent afin de transformer les matières premières africaines sur le sol africain. Au-delà des ressources financières, l'Afrique entend également s'appuyer sur ses nombreux atouts naturels. Le continent concentre une part importante des terres arables encore disponibles dans le monde, d'importantes réserves de minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique et à un potentiel considérable en énergie renouvelable. Pour mobiliser davantage l'épargne africaine et les capitaux internationaux au service de projets structurants, il nous faut approfondir nos marchés financiers, renforcer nos institutions régionales, développer les instruments de garantie, de partage des risques et de financement mixte. Pour de nombreux observateurs, l'enjeu est désormais de transformer ces richesses en valeur ajoutée locale, en emploi et en croissance inclusive, car le financement du développement ne repose pas uniquement sur la mobilisation de capitaux, mais aussi sur la capacité des économies africaines à créer davantage de richesses, à renforcer leur résilience et à accélérer leur transformation structurelle.
Le financement du développement demeure l'un des principaux défis auxquels l'Afrique est confrontée. Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, le renchérissement du coût de la dette et la raréfaction des financements concessionnels, les États africains sont appelés à repenser leur stratégie pour soutenir durablement leur croissance économique et sociale. Les détails avec Joseph Moifo. Face à l'incertitude économique mondiale et à la rareté des capitaux, l'Afrique explore de nouveaux leviers de croissance durable. L'accès au financement reste un défi majeur, surtout pour les PME qui soutiennent l'économie du continent. Leur contribution au PIB du continent est estimée à environ 40%. Les PME pourvoient en outre entre 60 et 80% des emplois et représentent 90% du tissu économique. Les experts soulignent que la transformation locale des ressources, les chaînes de valeur régionales et la ZLECAf ne pourront réussir sans une mobilisation accrue des ressources financières pour les entreprises. Et un chiffre qui est important, c'est qu'on estime justement que le déficit de financement des PME est de 330 milliards de dollars, à peu près. Donc c'est un chiffre considérable. Donc, lorsque vous avez un déficit de financement de ce niveau, mais qu'en même temps vous avez des PME d'une petite taille qui veulent trade, qui veulent commercer, on doit faciliter le plus possible leur capacité à trade beaucoup plus. La Banque africaine de développement estime le déficit de financement des PME africaines à plusieurs centaines de milliards de dollars, freinant leur compétitivité et leur expansion. Les contraintes de devises, les coûts commerciaux et le manque de garanties pèsent lourdement sur leur croissance. Pour y remédier, les institutions financières renforcent les garanties, les lignes de crédit et les instruments innovants. L'objectif est de sécuriser les échanges et de faciliter l'accès des PME aux capitaux indispensables à leur développement. Nous avons aussi des grandes difficultés en ce qui concerne la régulation de transfert, la régulation d'échange. Au niveau des banques, nous devons travailler beaucoup sur les régulations d'échange qui, dans certaines de nos régions, deviennent un empêchement même pour le commerce parce qu'elles sont très serrées. Les conditions pour le transfert réduisent à un certain niveau très important les transactions. Autre enseignement majeur, le rôle central du secteur privé dans la transformation économique du continent. Représentant l'essentiel des emplois créés en Afrique, il apparaît aujourd'hui comme un partenaire incontournable pour relever les défis de l'industrialisation, de l'intégration régionale et de la création de richesses. Plusieurs accords de financement et de partenariat ont d'ailleurs été conclus pour soutenir des projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et du commerce. En 2025, pour vous donner une idée de l'ampleur des chiffres, nous avons engagé près de 3,2 milliards d'euros de financement, dont près de 30% étaient destinés à l'Afrique et plus de 50% à les infrastructures financières africaines pour soutenir le développement du secteur privé et l'entrepreneuriat africain. Nous avons également engagé près de 400 millions d'euros pour Choice Africa, notre initiative de soutien aux PME et aux grandes entreprises africaines. Au-delà des annonces, un message s'impose. Pour faire de l'intégration économique africaine une réalité, il est indispensable de bâtir des systèmes financiers plus solides, plus inclusifs et davantage tournés vers les besoins des entreprises. Car c'est de leur capacité à investir, produire et commercer que dépendra en grande partie la transformation durable du continent et l'amélioration des conditions de vie des populations. La Banque africaine de développement investit 125 millions de dollars dans l'African Trade and Investment Development Insurance, devenant son principal actionnaire. Cette opération vise à renforcer la couverture des risques liés aux investissements et à faciliter le financement de projets d'infrastructure en Afrique. Elle s'inscrit dans l'initiative Nouvelle Architecture financière africaine pour le développement qui cherche à mobiliser des capitaux africains pour réduire le déficit de financement du continent. En reportage signé Samantha Sabirou. La Banque africaine de développement investit 125 millions de dollars dans l'African Trade and Investment Development Assurance ATD, devenant ainsi son principal actionnaire. Cette récapitalisation renforcera la capacité d'ATD à couvrir les risques politiques et commerciaux afin de faciliter les investissements et à stimuler le commerce en Afrique. Cette montée au capital marque un repositionnement significatif de l'institution financière panafricaine dont l'architecture de soutien au secteur privé africain.
La nouvelle architecture financière africaine pour le développement répond directement aux 4 priorités qui guident notre programme commun. Premièrement, elle contribue à libérer le potentiel des capitaux africains. Elle y parvient en connectant l'épargne nationale, les actifs de retraite et d'assurance, le financement du développement et les partenaires internationaux au sein de plateformes structurées capables de financer à grande échelle. Elle soutient des infrastructures résilientes et des chaînes de valeur compétitives. Elle contribue à mobiliser des financements à long terme pour l'énergie, les transports, les infrastructures numériques et l'industrialisation. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de son initiative connue sous le nom de Nouvelle Architecture Financière Africaine pour le Développement NAFAD, visant à mobiliser environ 4 000 milliards de dollars de capitaux institutionnels africains tels que les fonds de pension, les fonds souverains et les systèmes d'épargne actuellement fragmentés et non coordonnés afin de combler un déficit de financement du développement annuel estimé à 400 milliards de dollars. Deuxièmement, elle renforce la souveraineté financière de l'Afrique. Une trop grande partie des capitaux africains transitent encore par des intermédiaires hors du continent et une trop grande partie des risques africains est encore évaluée ailleurs. Depuis un quart de siècle, African Trade and Investment Development Assurance contribue à sécuriser les investissements en Afrique grâce au soutien de 24 États membres et de plusieurs partenaires internationaux. La Banque africaine de développement cherche aujourd'hui à renforcer le capital de l'institution en attirant de nouveaux États et des investisseurs privés, tandis que la France envisage d'accroître sa participation. Selon le président de la BAD, Sidi Ould Tah, le développement du continent dépendra davantage de la mobilisation de l'épargne et des capitaux africains pour soutenir durablement les infrastructures et la croissance économique. En marge des 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, Brazzaville a accueilli le 26 mai la cérémonie d'inauguration du cluster financier ETC Corporation FAGAS, une initiative présentée comme un nouvel outil de mutualisation des risques destiné à financer les économies africaines et renforcer la souveraineté financière du continent. Deva Panzo. Face aux difficultés d'accès aux capitaux et aux coûts élevés du crédit sur les marchés internationaux, plusieurs institutions africaines veulent désormais changer le paradigme. Responsables financiers, investisseurs et décideurs publics ont ainsi réfléchi autour d'un nouvel instrument, le cluster de garantie. Pour les organisateurs, l'Afrique reste confrontée à un paradoxe. Malgré ses ressources naturelles, sa population jeune et les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, le continent peine encore à mobiliser des financements de long terme pour soutenir sa transformation économique. Alors que le déficit annuel de financement du continent dépasse les 400 milliards de dollars, l'Afrique dispose pourtant d'une épargne domestique mobilisable estimée à près de 4 000 milliards de dollars. Face à ces 4 000 milliards d'épargne qui peinent encore à être captés pour le développement, le mécanisme de garantie devient l'instrument pivot. C'est entre autres pour transformer ce risque et orienter cette épargne vers les projets productifs que nous lançons aujourd'hui notre cluster de garantie. Le cluster ETC FAGAS ambitionne ainsi de devenir une plateforme de partage des risques capable de renforcer la confiance des investisseurs, soutenir les PME-PMI et faciliter le financement des secteurs stratégiques comme l'agriculture, les infrastructures, l'énergie ou encore le numérique. Pour les participants, la garantie financière doit désormais être considérée comme un véritable levier de transformation économique et d'intégration régionale. Généralement, les relations présidentielles empêchent les banques de prendre trop de risques lorsque les investisseurs, les promoteurs des PME ne présentent pas suffisamment de garanties bancaires. Et donc, ça peut faire que les risques soient élevés et que donc les banques rechignent. Ou alors, quand elles prennent trop de ces risques-là, elles s'exposent donc aux sanctions du régulateur.
c'est-à-dire que la Banque centrale chez nous accepte 100% de la valeur de la garantie émise par le FAGAS. Et donc son alliance avec ETC permet d'augmenter son efficacité technique, son expertise, tout simplement parce qu'aujourd'hui ce sont des plateformes digitales qui vont être utilisées pour pouvoir bénéficier de ces garanties. Et donc c'est une plus grande efficacité pour nous, agents du secteur bancaire. Depuis sa création en 1977, le Fonds africain de garantie et de coopération économique affirme avoir mobilisé plus de 6 500 milliards de francs CFA en faveur du financement des économies de ses États membres. À travers cette initiative, les acteurs du secteur financier africain veulent faire de la garantie un outil stratégique capable de réduire le risque perçu sur l'Afrique et d'accélérer durablement le financement du développement du continent. Le Royaume-Uni positionne le Maroc comme une priorité stratégique post-Brexit avec l'ambition ferme de doubler leurs échanges commerciaux d'ici 7 ans. En 2024, le commerce bilatéral atteigne environ 5,75 milliards de dollars, dynamisé par les secteurs de l'énergie et de l'automobile. Cette relation est renforcée par une hausse massive des investissements directs étrangers. Le Maroc s'affirme ainsi comme un hub de stabilité, offrant des perspectives majeures dans la mobilité, les transports et les énergies vertes. L'organisation de la Coupe du Monde 2030 agit comme un accélérateur, ouvrant d'importantes opportunités dans les infrastructures nationales. Le ministre d'État britannique a en outre exprimé le souhait du Royaume-Uni à collaborer avec le Maroc en tant que partenaire stratégique pour la réussite des grands événements sportifs, en l'occurrence la Coupe du Monde 2030 lors du Forum des affaires maroco-britannique tenu les 2 et 3 juin 2026. Un compte rendu de Cheikh Omar Kamara. L'axe Londres-Rabat devient une priorité stratégique pour l'objectif de doubler les échanges commerciaux d'ici 7 ans. En 2024, le commerce bilatéral entre le Maroc et le Royaume-Uni a atteint 5,75 milliards de dollars, porté par l'automobile et l'énergie. L'attractivité du Maroc est confirmée par une hausse massive des IDE, passant d'1,6 à 3,9 milliards de dollars entre 2024 et 2025. Le Maroc s'impose comme un hub stable dans les secteurs de la mobilité, du transport et des énergies renouvelables. Le Royaume-Uni, en quête d'opportunités post-Brexit, mise sur ces transformations structurelles pour renforcer ses liens. Cette dynamique est soutenue par des projets d'infrastructures majeurs liés à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Ils sont venus pour créer de nouvelles opportunités, profiter aussi des nouvelles transformations que connaît le Maroc aujourd'hui. L'enjeu est de consolider ces relations afin que les jeunes puissent en tirer profit. Notre ambition est d'établir un partenariat équilibré, un objectif commun, renforcer les échanges. Toutefois, cette relation dépasse le simple cadre transactionnel pour s'orienter vers des partenariats d'infrastructures d'envergure. Le ministre britannique du Commerce international, Chris Bryan, a souligné cet enthousiasme lors de sa visite accompagnée de 50 entreprises spécialisées, comparant le potentiel du Royaume à celui de l'État de Californie. Les opportunités de marché public sont estimées à environ 33 milliards de livres sterling pour les 3 prochaines années, portées par des projets structurants à Marrakech, Casablanca et Rabat. Nous considérons le Maroc comme une terre d'opportunités, un peu comme l'État de Californie dans une certaine mesure, surtout dans cette étape où il accueille l'organisation de la Coupe du Monde. Je suis ici accompagné de 50 entreprises spécialisées dans l'organisation de grands événements et nous souhaitons travailler avec le Maroc afin de contribuer à la réussite de cet événement. Nous nous sommes fixés un nouvel objectif, doubler le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni au cours de 5 à 7 prochaines années. Pour sa part, le ministre marocain de l'Industrie, Riyad Mizour, souligne que la Coupe du Monde 2030 servira de levier pour moderniser les infrastructures nationales. Ce développement global concerne les transports, la santé et les équipements publics sur l'ensemble du territoire marocain. Au-delà de l'événement, un vaste programme de transformation économique est prévu sur les 8 prochaines années. L'objectif est de dynamiser le tissu local,
tout en renforçant les services de proximité et du réseau routier. Ces entreprises sont venues pour connaître les projets que porte le Royaume en relation avec la Coupe du Monde, donc des projets en termes d'infrastructure, des projets sur la mobilité, des projets sur l'énergie, des projets sur le transport. Et donc c'est une occasion pour les entreprises des deux pays de se connaître et de réfléchir à des axes de collaboration en vue des projets que nous avons au Maroc, mais aussi pour des entreprises marocaines d'avoir une meilleure connaissance des projets qu'on peut avoir au Royaume-Uni. Par ailleurs, le Maroc et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur intention de continuer à renforcer leurs relations bilatérales, notamment après la décision historique du Royaume-Uni de se joindre au nombre croissant de plus de 400 pays soutenant le plan d'autonomie du Maroc visant à mettre fin au conflit du Sahara occidental. La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine est prévue du 24 au 25 juin 2026 à El Alamein en Égypte. L'instance qui réunit les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation panafricaine précédera la 8e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales CER prévue le 27 juin 2026. Sous la direction de l'actuel président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, les chefs de la diplomatie africaine examineront des dossiers cruciaux axés sur le commerce, la souveraineté, l'intégration régionale et le développement durable. Les discussions s'inscriront directement dans la continuité de l'agenda 2063 et du thème de l'année 2026 de l'Union africaine dédié à l'accès durable à l'eau et à l'assainissement sécurisé sur le continent. La ville côtière d'El Alamein en Égypte accueille du 24 au 27 juin 2026 la 8e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. Cette édition mettra l'accent sur les priorités du développement de l'Union africaine. Les dirigeants africains y évalueront l'état d'avancement de grands chantiers continentaux, notamment la résolution des conflits, la paix et la sécurité, le développement des infrastructures et de l'énergie, la promotion du libre-échange et du projet d'Afrique sans visa pour stimuler l'intégration régionale, la gestion de l'eau et l'assainissement, thématique centrale de l'année 2026 au sein de l'Union africaine. La 44e conférence annuelle sur les transports d'Afrique australe, SATEC 2026, se déroulera du 6 au 9 juillet 2026 à Pretoria, en Afrique du Sud. Ce rendez-vous majeur du secteur des transports en Afrique australe réunira des ingénieurs, chercheurs, décideurs publics, opérateurs logistiques et institutions régionales. Les travaux seront axés sur la modernisation des infrastructures de transport, la mobilité durable, la digitalisation des systèmes logistiques et l'intégration régionale. L'événement vise à proposer des solutions innovantes pour améliorer la connectivité et soutenir la croissance économique de la région SADC. La Banque africaine de développement accélère la mise en œuvre de la nouvelle architecture financière africaine pour le développement NAFAD. À la coordination de cette initiative, le Togolais Didier Akwete, figure influente du secteur privé africain. L'objectif est de mobiliser l'épargne, les capitaux du continent pour réduire le déficit annuel de financement du développement estimé à 400 milliards de dollars. Une étape décisive vient d'être franchie avec l'entrée en phase opérationnelle du projet à Abidjan. Son portrait avec Rina Kwasi. La Banque africaine de développement accélère la mise en œuvre de la nouvelle architecture financière africaine pour le développement, NAFAD. À la tête de cette initiative figure le Togolais Didier Akwete, fondateur d'AfriqueSearch et conseiller principal du président de la BAD pour le secteur privé. Sa mission, contribuer à réduire le déficit annuel de financement du développement africain, estimé à 400 milliards de dollars. Ça faisait de nombreuses années que les Africains également voulaient proposer une architecture qui corresponde aux besoins de l'Afrique et à ses priorités. Et aujourd'hui que la nouvelle architecture financière africaine pour le développement a été initiée par la Banque africaine de développement et son président, le Dr Sidi Oulta, le reste du monde voit effectivement cela comme une réponse à la fragmentation du système financier africain. Fondateur du cabinet AfriqueSearch, premier cabinet international de recrutement et de conseil en ressources humaines spécialisé sur l'Afrique depuis 1996 et pionnier du recrutement de cadres africains de haut niveau, Didier Akwete est l'une des figures influentes du monde des affaires en Afrique. Conseiller principal du président de la Banque africaine de développement pour le secteur privé, il œuvre depuis plusieurs années à la promotion de l'investissement et du capital humain africain.
Son expertise auprès des entreprises, des investisseurs et des institutions du continent lui vaut aujourd'hui la coordination de la NAFAD. Cette initiative de la BAD, entrée dans sa phase opérationnelle à Abidjan en avril 2026, vise à mobiliser près de 4 000 milliards de dollars d'épargne africaine au service du développement économique. C'est relativement simple. Lorsqu'on parle d'architecture financière, il faut regarder l'architecture comme un ensemble avec des acteurs. Ces acteurs, ce sont les banques de développement, les banques commerciales, les fonds de garantie, le capital investissement, les caisses de dépôt. Donc tous ces acteurs, les banques centrales, tous ces acteurs forment l'architecture. Maintenant, chacun de ces acteurs avait tendance à travailler dans son coin. Et l'idée, c'est de les faire mieux travailler ensemble, mais également de mieux utiliser les ressources dont disposent toutes ces institutions pour les investir en Afrique. Sous la coordination de Didier Akwete, l'initiative vise à capter l'épargne intérieure, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les fonds souverains et les réserves de change, ainsi que les ressources de la diaspora africaine. Elle prévoit également des mécanismes innovants pour améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, principalement pourvoyeuses d'emplois sur le continent. Aujourd'hui, les PME en Afrique, qui constituent 90 à 95% du secteur privé, ont à peine accès à 20% de leur financement via le système financier classique. On estime que ce gap de financement pour les PME est de plus de 300 milliards de dollars. Donc, si vous suivez le raisonnement, si on arrive à mobiliser des ressources domestiques en Afrique, on peut allouer ces ressources à nos banques de développement, à nos banques commerciales, à nos fonds d'investissement, aux fonds de microfinance qui vont pouvoir aller financer un peu mieux. Le processus a franchi une étape importante le 9 avril 2026 avec l'adoption du consensus d'Abidjan. Cette feuille de route de 11 points, élaborée avec les banques centrales, les investisseurs institutionnels et les acteurs des marchés financiers africains, doit servir de cadre à la mise en œuvre de la NAFAD. Reconnue pour son expertise des marchés africains et son vaste réseau d'influence dans les milieux économiques du continent, Didier Akwete se retrouve aujourd'hui au cœur d'un projet ambitieux, faire des ressources africaines le principal moteur du financement du développement et contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. L'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.